Lundi politique sur RCI avec l'hebdo Le Courrier de Guadeloupe. Le Courrier de Guadeloupe, vous allez aimer y voir plus clair. Chez votre marchand de journaux. Les régionales 2015 sont à vivre sur RCI. Et c'est avec Warren Chegan. Bonsoir Warren. Bonsoir Rudy, madame, monsieur, bonsoir. Au sortir des événements de 2009, Alain Plaisir, avec son SIPA, proposait déjà aux électeurs une alternative politique à travers les régionales de 2010. Celui qui met en avant une préférence guadeloupéenne le dit clairement, il est pour un changement de statut dont l'objectif est de mettre en place un modèle économique en Guadeloupe par les Guadeloupéens et pour les Guadeloupéens. Son idéologie est claire, mais comment se traduit-elle en programme? On en parle avec lui ce soir. Bonsoir Alain Plaisir. Bonsoir Monsieur Schengen, bonsoir aux auditeurs des RCI. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alain Plaisir, on a envie de vous poser tout de suite la question. Quel est ce fameux socle économique que vous proposez aux Guadeloupéens? Nous disons simplement que actuellement, vous avez une économie qui est basée sur les transferts publics et sociaux. Et donc, cette économie a pour conséquence uniquement de consommer. Or, une économie ne peut pas vivre simplement de consommation. Il faut la production de richesse, et c'est la production de richesse qui permet de créer des emplois et qui permet d'avoir une relation horizontale entre les unités de production. Or, actuellement, c'est pas le cas. Nous consommons surtout des produits importés. Alors, ces richesses, avec quel levier vous entendez les développer localement, d'abord en matière de production? Alors, nous disons que pour développer la production, il faut utiliser les richesses que nous avons. Ce que certains appellent le développement endogène. Nous devons utiliser les richesses que nous avons. Donc, les richesses, c'est la terre. La terre, c'est l'élevage, c'est nourrir la population. Réorienter l'agriculture pour nourrir la population, c'est pas le cas actuellement, c'est plutôt une agriculture d'exportation. Ensuite, c'est la mer. La mer, c'est l'avenir de l'humanité. La mer, vous avez des ressources biologiques, le poisson, tout ce qui permet aussi de nourrir la population, mais aussi d'autres richesses, comme les énergies renouvelables, comme les richesses en minéraux. On connaît le pétrole offshore, mais il y a également ce qu'on appelle les nodules polymétalliques, ce sont des métaux rares, comme le cobalt qu'on trouve dans la mer, et aussi les terres rares. On trouve tout ça dans la mer, et donc nous pensons qu'il y a un énorme potentiel à développer, et pour cette raison, nous allons mettre en place un institut des métiers de la mer pour que on développe toutes ces richesses, mais surtout qu'on crée des emplois au niveau... C'est une des mesures, cet institut des métiers de la mer. Institut des métiers de la mer, mais tout de suite, développer des énergies renouvelables comme une centrale thermique des mers qui va bientôt être inaugurée en Martinique. On a l'intention de faire la même chose en Guadeloupe. Ensuite, comme notre richesse, nous avons la terre, la mer, le soleil. Le soleil qui est une énergie inépuisable qu'il faut exploiter. Il faut exploiter les énergies photovoltaïques pour permettre de baisser la facture des collectivités, la région, les communes, conseil départemental, mais également des ménages. Donc, mettre en œuvre toute une politique incitative pour que le soleil devienne une matière première. Nous avons aussi l'eau qui manque si cruellement actuellement. Nous allons faire en sorte que l'eau soit une richesse de la Guadeloupe. Bon, pour ce faire, il faut changer les canalisations, investir massivement pour changer les canalisations. Mais qui investit en l'occurrence sur ces canalisations? Il faut que la collectivité qui a les moyens puisse investir, puisque nous savons que les communautés d'agglomération ne peuvent pas faire grand-chose. Donc la région va investir deux tiers sur les 50 millions, l'État et l'Union européenne. Et les comités d'agglomération vont apporter leur modeste part. Mais en tout cas, la plus grosse part viendra de la région, puisque c'est la région qui récolte les impôts des Guadeloupéens à travers les impôts indirects. Donc la région a un rôle de développement économique. C'est pas un peu ce qui se passe déjà avec la création de ce syndicat unique de l'eau, en tout cas que beaucoup appellent de leur vœu? Oui, mais c'est abstrait, c'est théorique. Pour l'instant, vous voyez bien qu'il y a un grave problème d'eau en Guadeloupe. Nous sommes en période de pluie et il y a des coupures d'eau. Donc c'est un problème urgent. Et pour régler ce problème, il faut changer les canalisations et en même temps faire 2 usines de dessalement d'eau de mer. Une usine au nord Grande-Terre, du côté d'Anse-Bertrand, et une autre usine à Maille-Galante. Et ces usines sont couplées avec l'énergie éolienne qui va fournir de l'énergie, de l'électricité à ces usines. C'est assez novateur, notamment quand on parle d'unité de dessalement, d'usine de dessalement, mais avec quelle participation des fonds publics, une société d'économie mixte, ou bien lever des fonds, susciter la volonté des investisseurs à venir sur ce type de chantier? Non, on va faire appel à des capitaux extérieurs. Bon, si les capitaux extérieurs ne viennent pas, mais je pense que ces capitaux viendront. Dès qu'il y a du profit, les capitaux viennent. Bon, mais en tout cas, au pire,
il y aura une société d'économie mixte. D'ailleurs, il y a déjà une société qui existe, mais qui ne va pas dans l'investissement. C'est assez patrimonial. On peut augmenter le capital. Et à ce moment-là, ça se fera avec le privé, où il y aura une intervention publique unique. C'est-à-dire que nous allons investir parce que l'eau est devenue une ressource rare en Guadeloupe. Donc l'eau pour donner à boire aux Guadeloupéens, et en même temps pour permettre d'irriguer parce que avec le réchauffement climatique, vous aurez de plus en plus la sécheresse. Donc il faut des leviers législatifs également pour que les collectivités, comme vous le disiez, la région, le département, puissent intervenir plus directement dans ce dossier. Non, concernant l'eau, on peut, avec les moyens législatifs que nous avons, pour intervenir. Vous avez la région a la possibilité d'intervenir. D'ailleurs, elle le fait. On est dans les communes, on est dans les comités d'agglomération. Donc, comme la région a un rôle économique et que l'eau a un aspect économique aussi, puisque si les hôtels et les restaurants n'ont pas d'eau, forcément les touristes ne viendront pas. Donc, la région est tout à fait dans son rôle. Et nous pensons justement que c'est la région. D'ailleurs, avec la loi Notré, la région doit être le moteur du développement. Donc nous allons investir chaque fois que ce sera nécessaire. Très bien. Parlons maintenant d'une autre thématique, celle bien évidemment du transport. Je n'ai pas terminé encore richesse. Alors l'autre richesse, sont les hommes. Oui. Les hommes, il faut former les hommes. Il faut former les hommes aux métiers traditionnels. J'allais venir à la formation, allons-y. Ça fait partie de la richesse de la Guadeloupe. C'est peut-être même la première richesse de la Guadeloupe. Il faut former des hommes aux métiers traditionnels et former les hommes aux métiers nouveaux, le métier du numérique, mais surtout aux métiers liés à la mer, au soleil, aux énergies renouvelables et à l'économie circulaire, c'est-à-dire pouvoir recycler les déchets. Comment le faire, Alain Plaisir? Quelle contribution du Conseil régional est selon vous nécessaire pour une politique d'enseignement, notamment on parle de l'enseignement supérieur, puisque la région devra élaborer à partir de 2016 un schéma régional d'orientation de l'enseignement supérieur? La région doit... l'enseignement supérieur est de la compétence de l'État, mais la région peut intervenir, notamment au niveau des programmes. On peut donner un certain nombre d'orientations. Et nous disons qu'il faut justement que nous sommes un archipel entouré de mer, il faut aller dans ce sens-là. Nous sommes partisans d'exploiter les richesses de la mer. D'ailleurs, si vous voyez ma photo qui est sur les affiches, je suis le seul à avoir mis la mer. Parce que la mer, c'est l'avenir de l'humanité et de la Guadeloupe. Donc, il faut orienter les gens vers les métiers nouveaux. Et en même temps, il faut aussi donner une importance capitale à l'étude des langues étrangères. Parce que vous faites du tourisme, et si les gens ne parlent pas anglais, espagnol, surtout anglais, vous aurez beau parler de tourisme, le tourisme ne se... Donc, c'est une des pistes que vous voyez pour l'orientation scolaire. Là, on parle des plus jeunes. C'est aussi une nouvelle compétence qui sera attribuée à la région. Tout à fait. Ouais. Je pense que les langues étrangères, il faut apprendre les langues étrangères dès le primaire. Dès le primaire, donc c'est un cap. Un cap, parce que vous ne pouvez pas vivre dans un monde mondialisé et n'utiliser que deux langues. Le créole, qui est la langue maternelle, et le français, qui est la langue officielle. Il faut donc qu'on puisse parler ici en Guadeloupe au moins l'anglais et l'espagnol. Ça pose, on l'imagine également, le problème de l'insertion de nos régions françaises d'Amérique dans le concert caribéen. Quelle est votre vision en la matière quant à ces relations que l'on devrait avoir avec l'OECS et autres organisations internationales de la Caraïbe? Nous sommes pour une coopération avec les pays de la Caraïbe. Bon, alors le problème qui se pose actuellement, c'est que nous sommes un département français, nous sommes une région européenne, et nous avons des difficultés, même s'il y a de beaux discours, à discuter. Quand on discute, on rentre aussi dans la négociation avec des pays indépendants, souverains. Et donc, je prends un exemple, le commerce, la compétence de l'Union européenne. Comment voulez-vous signer un traité de commerce avec ne serait-ce que la Dominique? C'est impossible. Donc, toutes les personnes qui parlent coopération à la Caraïbe, je pense que c'est assez léger. Parce que la coopération actuellement ne peut porter que sur le sport et la culture. Bon, si vous voulez mettre en place des relations commerciales, il faut poser la question du changement de statut. Ouais. Il faut poser cette question-là parce que... C'est une question centrale pour la Guadeloupe. Parce que vous avez des pays du CARICOM, le marché commun de la Caraïbe. On pourrait faire partie du marché commun de la Caraïbe, mais comment pouvez-vous rentrer dans le marché commun où existe la libre circulation entre ces pays-là et que nous sommes régis par le droit européen? Nous avons un tarif des douanes qui est le tarif de l'Europe. Donc, on ne peut pas. Donc, il faut poser cette question-là. En tout cas, pour l'instant, nous disons, dans le cadre actuel, il faut une coopération gagnant-gagnant.
Il ne suffit pas de coopérer pour perdre. Il faut que la Guadeloupe trouve un intérêt dans la coopération. En tout cas, vous n'avancez pas masqué sur ce dossier, vous le dites et vous le redites, vous êtes pour un changement de statut de la Guadeloupe. Oui, on n'avance pas masqué, parce que de toute manière, on ne peut pas être masqué, puisqu'avec tout ce qu'on a écrit, et le CIPA prône un changement de statut dans le cadre de la République. Je dis bien, dans le cadre de la République, c'est pas l'aventure, c'est un statut de PTOM qui permettra d'avoir des compétences douanières fiscales en matière d'urbanisme, de compétences, tout en étant dans le cadre de la République, comme c'est le cas de Saint-Barthélemy, qui est un PTOM, où les gens sont toujours français, où les gens ont toujours les mêmes droits, mais simplement, il y a des compétences nouvelles. Et ce sont des compétences nouvelles qui, justement, nous permettront de coopérer avec nos voisins de la Caraïbe. Votre regard juste sur les orientations prises par les autres DFA, on pense à la Martinique, à la Guyane, aujourd'hui on parle de collectivités territoriales de Martinique et en Guyane, ce ne sont pas tout à fait les mêmes, mais en tout cas il y a une évolution. Votre regard, ce sont des modèles qui pourraient s'appliquer à la Guadeloupe ou vous seriez plutôt vers une évolution plus franche? Alors, moi je dis déjà que nous sommes les derniers de la classe. Nous sommes les derniers de la classe, puisque avant même de parler de la Guyane et de la Martinique, qui vont voter comme nous, le 6 décembre, mais pour une collectivité unique. Nous avons... Quand on prend aussi la différence entre le cas de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Voilà, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, eux, ils ont été quand même plus loin, puisque ces pays sont régis par l'article 74 de la Constitution française. Donc, ce sont des pays qui sont déjà autonomes, surtout Saint-Barthélemy. Surtout Saint-Barthélemy. Peut-être que les mêmes choix n'ont pas été faits à Saint-Martin. Voilà. Oui, parce que... Sans les mêmes résultats, peut-être. Je pense que Saint-Martin est dans une phase de transition, puisque Saint-Martin est régi par l'article 74 de la Constitution, mais toujours une région ultra-périphérique. Donc le droit communautaire s'applique à Saint-Martin. Tandis que Saint-Barthélemy a été carrément tranché. A demandé un statut de PTOM. Donc PTOM, c'est ce que vous souhaitez pour la Guadeloupe? C'est ce qu'on souhaite pour la Guadeloupe, parce que PTOM, ça veut dire que vous avez la possibilité de protéger votre production en établissant justement un code des douanes guadeloupéen, protéger la production agricole, industrielle, et en même temps pouvoir exporter vos produits en exonération de droits et taxes en Europe. Donc je ne vois que des avantages dans ce système, et c'est pour cette raison que depuis des années, je milite et j'ai fondé le CIPA pour cet objectif. Avec la volonté, vous le disiez tout à l'heure en début de propos, de créer une production suffisante, en tout cas, pour rétablir une balance commerciale. Est-ce réaliste dans un système déjà établi? C'est vrai, dans un système économique déjà établi, qui, il faut le dire aussi, c'est vrai, vit des importations pour beaucoup. Oui, alors si on reste dans ce système, M. Schengen, on court à la catastrophe. Nous sommes déjà presque au fond du puits, mais on est en train de rouler à toute vitesse. Vous ne pouvez pas vivre si vous dépendez totalement de l'extérieur. Or, nous, la balance commerciale... C'est pas propre à la Guadeloupe, ça existe. Non, mais la Guadeloupe, c'est pire qu'ailleurs. Si vous prenez la France, qui a un certain nombre de difficultés, la balance commerciale française est pratiquement équilibrée. Hein. On parle de 96% du taux de couverture. Nous, c'est 6%. Mais ce qui est grave, c'est la période historique que nous vivons, c'est-à-dire que nous n'allons pas dans un sens où ça se freine, ou encore on est en train d'aller dans l'autre sens, on est dans le sens d'aller vers un taux zéro. C'est-à-dire au moment, même les cives que vous mettez dans votre courbouillon, eh bien, vient déjà de l'extérieur. Donc, s'il n'y a pas de production, le chômage va augmenter. Et donc, si vous ne voulez pas que le chômage augmente, il faut faire autre chose, changer de cap. Changer de cap, c'est mettre en place une production agricole, industrielle et artisanale. Et c'est ce que nous préconisons et c'est ce que nous proposons avec des choses très claires, très précises. Très bien. On allait l'esquisser tout à l'heure. Un mot sur la politique de transport nécessaire pour un département comme le nôtre. Qu'est-ce que vous envisagez avec vos colistiers? Simplement, je dis que si on ne prend pas les choses en main maintenant, demain on ne pourra plus circuler en Guadeloupe. Moi, j'ai pris 20 minutes pour faire 4 km à 5 heures. Bon. Donc, tous les Guadeloupéens vivent cet état de fait, que vous alliez sur Gosier, que vous alliez à Sainte-Rose, que vous alliez à Basse-Terre. La circulation devient de plus en plus difficile. Pour une raison bien simple. C'est qu'on vend en Guadeloupe 16 000 voitures par an. 16 000. Ça représente une économie. Oui, je suis pas contre l'économie, mais c'est pas l'économie. Cette économie-là ne mène pas très loin, puisque si vous n'arrivez pas à rouler, il n'y aura pas d'économie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que à côté du transport automobile
individuel, puisque c'est bien ça en Guadeloupe. Il faut un transport collectif, donc aménager le transport collectif, faire des couloirs de bus pour que quelqu'un qui est dans un bus, s'il se rend compte qu'il va plus vite en bus qu'avec sa voiture individuelle, il laissera sa voiture individuelle. Ce qui se passe dans d'autres pays. Moi, j'ai travaillé dans la région parisienne, j'avais ma voiture qui était au garage, que je prenais pour le week-end. Et parce que j'avais un bus qui m'amenait plus vite que les voitures individuelles. Donc, il faut transport collectif aménagé. Et il faut... Avec quel modèle? Quel modèle? On voit aujourd'hui qu'on a des groupements. Est-ce qu'il faut, selon vous, un système public de transport? Et il faudra venir à un système public. Parce que si vous ne venez pas à un système public, vous aurez des personnes qui défendent un intérêt individuel. Or, il s'agit de transport public. Donc, s'il s'agit de transport public, il faut une intervention publique. Donc, moi, je suis. Alors, il ne s'agit pas de supprimer ce qui existe là. Non, mais c'est la mesure qu'on attend. Il faut aller dans le sens d'un transport public. Parce que c'est... Vous voyez, les pays modernes, je ne sais pas, en France, c'est la SNCF, c'est la RATP. Après, il peut y avoir des gens à côté, mais il faut un service public. Un service public, ça veut dire que vous payez des impôts et vous avez comme... résultat, c'est que les impôts servent à améliorer votre vie. Et comment le mettre en place avec l'existant, avec tous ces chefs d'entreprise, propriétaires de lignes, en tout cas à travers les groupements qui existent? Ben, il faudra négocier. Il faudra négocier avec, se concerter, parler avec les personnes. Et forcément, comme ça arrive partout, il y aura des plans sociaux. Il faudra indemniser les personnes qui ont une entreprise. Qui ont investi. Qui ont investi pour ce transport. Il faudra les indemniser, il faudra les accompagner, il faut pas faire en sorte que ces gens-là partent comme ça sans indemnisation. Donc il faut les indemniser à la hauteur de leur entreprise et il faut faire autre chose. Parlons Alain Plaisir du plan régional de gestion des déchets. On a tendance à considérer trop souvent en Guadeloupe que le mot déchet est péjoratif. Vous le voyez, vous, comme une manne financière, une économie à développer pour notre région? Tout à fait. Alors, j'avais pas terminé ce transport, ce sera pas long. Transport maritime. Oui. Il faut absolument transport maritime à côté du transport routier. Alors, nous voulons mettre en place, dès qu'on sera au pouvoir, un transport maritime entre Petit-Bourg et Jarry. C'est tellement évident, parce que Petit-Bourg est en face de Jarry, donc transport maritime, une navette maritime, qui sera financée par les services publics, par l'autorité. En tout cas, ce sera peut-être une société d'économie mixte qui va investir, mais en tout cas, il faut le faire. C'est indispensable. Alors, pour revenir aux déchets, nous sommes pour ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire les déchets doivent devenir des matières premières. Alors, ça a commencé avec Ecodec. Il faut transformer les déchets, par exemple le plastique, le verre, tout ce qu'il y a comme déchets. Ça peut être une valeur à l'exportation. C'est une valeur à l'exportation, oui. Et c'est une valeur déjà pour créer des emplois. Il faut utiliser pour faire des engrais, pour faire de l'emballage, c'est vraiment recycler. Et donc, si vous prenez en compte la notion de recyclage, les déchets deviennent des matières premières. Et donc, nous sommes dans cette démarche. Et cette matière première doit être traitée en Guadeloupe à travers une industrie qui se développerait, selon vous, sur ça, ou ce sont des matières premières que l'on peut vendre, comme c'est déjà le cas dans moi, je suis pour qu'on développe la Guadeloupe. Donc, il faut que ces matières premières que nous avons de plus en plus, qu'on consomme de plus en plus, donc il y a beaucoup d'emballage, il faut qu'on transforme, qu'il y ait des unités de transformation pour qu'on puisse transformer ces déchets en matière première qui alimente une industrie. Comment voyez-vous demain au pouvoir les relations qui devraient exister entre la région et les intercommunalités, notamment en matière d'aménagement du territoire? Alors, il y a une ambiguïté dans la loi qui vient du fait peut-être que cette loi-là n'est pas vraiment adaptée à la Guadeloupe. Bon, parce quand on fait des lois, on ne fait pas des lois pour la Guadeloupe. Bon, et surtout que la Guadeloupe, c'est un petit territoire, et vous avez énormément de collectivités sur le même territoire. Vous avez la commune, vous avez le comité d'agglomération, vous avez le conseil départemental, et vous avez la région. Or, en France, vous avez vu que on est dans un processus où on veut supprimer le département parce qu'on trouve qu'il y a trop de collectivités. Bon, trop de collectivités, ça veut dire un budget de fonctionnement aussi et des impôts supplémentaires. Donc, mais puisque la loi, nous ne décidons pas de la loi, puisque les communautés d'agglomération existent et que ces communautés d'agglomération ont une compétence économique aussi, donc il faut que ces communautés prennent nos responsabilités
dans le secteur, dans le territoire. Mais la région doit accompagner. Pourquoi la région doit accompagner? Parce que ces communautés d'agglomération existent, mais on n'a pas créé les moyens financiers pour accompagner. Alors, bon, évidemment, il y a une part des recettes des communes qui vont aux communautés d'agglomération, mais vous savez très bien que l'impôt rapporte en moyenne 2 fois moins qu'en France à cause du niveau de vie des Guadeloupéens. Le niveau de vie qui est faible. Vous avez des gens qui paient des impôts, qui paient même trop d'impôts, et il y a des gens qui ne sont pas solvables. Donc, les communes n'ont pas beaucoup d'argent, et donc forcément, les communautés d'agglomération n'ont pas beaucoup d'argent. La seule collectivité qui dispose de quelques moyens, c'est la région, parce que la région collecte des impôts indirects assez importants. L'octroi de mer régional, qui rapporte plus de 250 millions, c'est la taxe sur le carburant, c'est la taxe sur les cartes grises, c'est la taxe d'évacuement, toute une série de taxes que vous ne voyez pas, mais que vous payez. Et que c'est la région. Vous êtes contre ces taxes-là? Non, je suis pas contre. Vous êtes... Non, les taxes, il en faut. Il en faut, puisque une taxe, c'est quoi? C'est un impôt qui permet d'investir. Donc, l'impôt, ça a un rôle de redistribution. Un pays qui n'a pas d'impôt, vous avez des pays où l'impôt n'est pas collecté comme il faut. Certains pays du tiers-monde, eh bien, le pays est pauvre parce qu'il faut avoir les capacités d'investir dans le transport, dans les hôpitaux, dans l'éducation, etc. Donc, il faut des impôts, mais seulement les impôts doivent être retournés à la population sous forme d'investissement et sous forme d'infrastructure. Vous parlez notamment dans votre profession de foi d'incitation fiscale. On vient de parler des impôts. Une incitation fiscale pour qui? Pour les ménages, pour les investisseurs, les industriels, les artisans. Comment vous voyez les choses? Mais pour les entreprises. Et d'ailleurs, je fais remarquer que nous sommes les seuls à parler d'incitation fiscale. Alors, pour les entreprises, parce que... Vous seriez pour aussi une zone franche globale à toute la Guadeloupe? Les gens parlent de ça, mais les gens disent des choses. Alors, il faut savoir qu'au niveau de l'Europe, c'est interdit, les zones franches, ce qu'on appelle une zone franche. Sinon, on n'aurait pas attendu, on aurait fait des zones franches en Europe avant d'en faire en Guadeloupe. Donc, c'est la législation européenne interdit. Bon, alors, on peut toujours appeler zone franche. On fait une zone franche urbaine, qui permet à certaines professions libérales de mettre leur siège là et de ne pas payer d'impôts. Bon, mais ça ne développe pas la Guadeloupe. Ce qui peut développer la Guadeloupe, c'est permettre aux entreprises de se développer, de créer des richesses et de créer de l'emploi. Alors, incitation fiscale, cela veut dire que, je prends un exemple que j'aime bien prendre. Un artisan qui décide de faire des chemises en Guadeloupe, il faut qu'il achète le tissu ailleurs, et il faut qu'il dédouane, il faut qu'il paie les droits, les taxes, TVA, tout. Or, si vous mettez en place ce que j'appelle le régime économique douanier, il pourra, dans un entrepôt qui serait sur le port ou à proximité, faire venir des matières premières, par exemple le tissu, ne pas payer les droits et taxes, et il va payer les droits simplement quand il aura... Sur le produit fini. Sur le produit fini. Oui. Donc ça donne un véritable souffle aux artisans, aux industriels, parce que ils vont... la vente de trésorerie qui est consentie maintenant, ils l'auront plus. C'est-à-dire que vous êtes en train de payer et vous n'avez pas le client. Donc, ce qui explique autant de faillites, parce que les gens, ils paient en amont et ils n'ont pas la recette en aval. On a beaucoup parlé dans le cours de cette émission d'économie, de développement économique, mais c'est vrai que ce sont des thématiques que vous abordez souvent, notamment dans vos meetings. Vous avez une société où il y a des individus, des hommes et des femmes. Ils ne peuvent pas subir, ils ne peuvent pas simplement se contenter un jour, le matin, ils se réveillent, ils disent, bon, on entend dire, on fait même acte ou autre chose. On veut intéresser la population et on veut que la population participe. Ce qu'on appelle la démocratie participative. Alors, d'une manière très concrète, ce que nous disons, c'est que quand nous serons au pouvoir, chaque année, il y a un rapport d'orientation budgétaire où on décide des grandes orientations, les grandes décisions qui vont être prises. Nous allons devant la population et nous allons dire voilà ce qu'on veut faire. Si nous sommes en majoritaire, nous dirons qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Si nous sommes minoritaires, nous dirons à la population voilà ce qu'on nous propose. Qu'est-ce que vous pensez? Et en fonction de ce que les gens nous disent, on va orienter. Si on est majoritaire, on va orienter carrément. Si nous sommes minoritaires, on va défendre... bon. Les élus, c'est quand même une représentation de l'expression du peuple. Bien sûr, ouais. Mais ça n'empêche pas qu'à côté de ça, les citoyens soient intéressés. C'est pas eux qui prennent des décisions, mais ce ne sont pas non plus des gens, soient bel et tétois. Il faut que les citoyens, puisqu'on a parlé de liste alternative, populaire, nous voulons que
les Guadeloupéens soient des citoyens. Donc, ils soient intéressés à la vie publique. Donc, pour qu'ils soient intéressés, il faut qu'ils participent au débat. Très bien, participer au débat, on l'a entendu sur le socle sociétal. Revenons sur un autre sujet qui va concerner la région de demain. On a parlé du transport, on a parlé de l'eau, des déchets également. Un mot sur, vous l'avez esquissé tout à l'heure, sur la transition énergétique. La Guadeloupe doit se positionner comme un pionnier en la matière. Tout à fait. D'autant plus que nous avons toutes les ressources. Autant il y a quelques décennies, nous n'avions pas d'énergie, on n'a pas de pétrole ici, on n'a pas de charbon. Mais maintenant, nous avons toutes les énergies renouvelables. Nous avons le soleil, nous avons la mer, nous avons la géothermie à bouillante, nous avons toutes les énergies renouvelables. Donc, il faut qu'on aille dans ce sens-là pour deux raisons. Premièrement, parce que nous avons la matière première. Donc, on a le fuel, on l'a acheté. Prenons le cas du soleil. En matière première, on en a. Mais il y a eu des coupes sèches sur le photovoltaïque qui n'ont pas favorisé la suite des investissements engagés il y a une dizaine d'années maintenant. Tout à fait. Alors, il y a eu peut-être des abus, mais il faut aller dans ce sens-là. Il faut qu'il y ait une incitation de l'État. Et notre rôle, c'est de dire à l'État, nous sommes dans un pays, il y a du soleil, et notre énergie viendra du soleil. Donc, on va intervenir auprès du gouvernement pour dire que nous voulons qu'il y ait des mesures spécifiques pour la Guadeloupe. Et parce que le soleil, c'est l'énergie générale, c'est l'énergie que vous avez ici, mais c'est aussi la facture des ménages. Et nous voulons faire baisser la facture des ménages parce que nous voulons mener une action contre la vie chère. Donc si vous faites baisser la facture d'électricité, vous faites baisser la facture de l'eau, parce qu'on va supprimer toutes les taxes sur l'eau. Si vous faites mener une action contre la vie chère, les produits de première nécessité, vous donnerez du pouvoir d'achat aux Guadeloupéens. Et c'est la seule façon d'ailleurs de donner du pouvoir d'achat aux Guadeloupéens, puisque on est dans un système où c'est l'austérité qui domine, donc il n'y aura pas d'augmentation de salaire, ou très peu. Par contre, si vous diminuez le coût de la vie, vous donnez du pouvoir d'achat aux Guadeloupéens. Il faut des coupes franches dans les taxes sur les produits de première nécessité, c'est ce que vous nous dites, Alain Plaisir. Tout à fait. Oui. Vous m'avez bien lu. Non, on veut. Expliquez-nous ce qui est possible. Voilà. Par exemple, prenons le cas des médicaments, enfin de ces produits de première nécessité. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui pour alléger le porte-monnaie des Guadeloupéens? Oui, je pense que on peut assez rapidement le faire. Alors, je vous donnerai déjà une piste. Je vais vous donner quelque chose qui peut se faire dans 15 jours si on est au pouvoir. Vous avez dans le cadre de l'ODEOM, il y a un amendement qui dit qu'on peut sortir un décret dans le cadre de l'article 410 du Code du commerce qui permet de réglementer le prix des produits de première nécessité. Alors, pour que les auditeurs comprennent ce que cela veut dire, vous avez un seul produit ici qui est réglementé. C'est le pain de 400 grammes. Et ce pain de 400 grammes, le boulanger ne peut pas augmenter le pain comme il veut. C'est l'État qui fixe le prix du pain. Et c'est pour cette raison que vous soyez à Saint-Louis-de-Marie-Galante, à Désirade ou à Prêt-à-Pitre, le prix est le même. Et ça, c'est intéressant. Parce que moi, j'étais à Désirade hier, j'étais avant-hier, j'étais à Marie-Galante hier. Les prix sont beaucoup plus chers parce que il n'y a pas de réglementation. Donc, nous voulons une réglementation qui permette de supprimer les taxes sur les produits de première nécessité. Moi, je vais dans ce sens-là. Parce que nous avons un gros handicap, c'est que comme nous achetons pratiquement tout de l'extérieur, vous payez les frais d'approche, vous payez donc le transport, et les taxes sont calculées sur le transport. Or, tout le monde sait que le transport, ici, est beaucoup plus élevé qu'ailleurs, parce qu'il y a encore un monopole de la CGM, un monopole de fait. Et donc, il faut agir sur la formation des prix. Et nous avons la technique. Nous allons agir sur la formation des prix en demandant que le décret soit signé, parce que malheureusement, nous avons deux ministres qui sont passés depuis 2010, Guadeloupéens, Mme Panchard qui n'a rien fait, et M. Lurel qui n'a rien fait. Et si vous allez, je demande aux auditeurs d'aller voir la LODEOM, qui était un amendement 2010, où c'est écrit noir sur blanc, on peut appliquer une réglementation sur les prix de première nécessité en Guadeloupe et en Martinique. Alain Plaisir, on arrive à la fin de ce rendez-vous et comme le veut la tradition, chaque tête de liste s'adresse aux électeurs guadeloupéens pour terminer. Allez-y. Alors, je dis aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens, vous aspirez au changement parce que la vie est difficile, la vie devient de plus en plus difficile. Vos enfants ne travaillent pas, il n'y a pas de perspective pour la jeunesse. Le seul changement, c'est la liste alternative populaire citoyenne. Parce que tous ceux qui prétendent à diriger la région ont géré
la région ou ont géré le pays, que ce soit M. Bernier, que ce soit M. Chalus, que ce soit M. Lurel, ces personnes-là sont associées à l'échec, à la faillite de la Guadeloupe. Donc le changement, c'est Alain Plaisir. Le changement, c'est la liste alternative populaire. Donc votez pour la liste alternative populaire et citoyenne le 6 décembre. Merci Alain Plaisir.